Alors, je vous le disais, donc la Chambre des représentants américaine a adopté hier une enveloppe de 95 milliards de dollars pour aider Taïwan, Israël, mais surtout l'Ukraine. Kiev est la grande bénéficiaire avec 61 milliards d'aides, dont une grande partie servira à former et équiper l'armée ukrainienne. L'Amérique offre donc un nouveau souffle aux troupes de Volodymyr Zelensky, actuellement en difficulté. Retour sur cette soirée à Washington avec Axel Monnier. Oui, ce texte doit encore être validé, voté par le Sénat probablement mardi et dans la foulée être promulgué par Joe Biden. Joe Biden qui poussait depuis le mois d'octobre pour que le Congrès vote cette nouvelle aide en faveur de l'Ukraine. C'est donc une petite victoire pour lui qui n'aurait pas été possible toutefois sans un allié de circonstance, Mike Johnson, le patron républicain de la Chambre des représentants. Alors les deux partis savent très bien que ce n'est pas un texte parfait, mais il a un mérite dans une Amérique si divisée politiquement actuellement, c'est d'avoir réussi un consensus bipartisan. 311 représentants ont voté en faveur de ce texte, 112 s'y sont opposés. Et c'est aussi une défaite pour l'extrême droite américaine, la frange radicale des républicains qui avait tout fait pour faire capoter depuis des mois cette nouvelle aide en faveur de l'Ukraine. Alors une fois promulguée, cette loi devrait pouvoir permettre assez rapidement aux États-Unis d'envoyer des moyens supplémentaires financiers et logistiques et militaires à Kiev, peut-être même dès la fin de semaine prochaine. Merci Axel Monnier. Alors Patrick Martin-Genier, on le voit tout de même avec cette aide monumentale, on peut le dire, de la part des États-Unis. L'Amérique reste l'allié numéro 1 de l'Ukraine. Ça, c'est fondamental. Vous savez, on a trop dit que cette guerre était une guerre pour la démocratie, pour la liberté. Et donc, voilà, oui, les États-Unis restent là, les principaux partenaires, avec l'Europe, bien évidemment, je suis européen, et donc c'est très important de montrer ce que fait l'Europe, mais les États-Unis restent aujourd'hui ce qu'on appelle les gendarmes du monde. C'est eux qui préservent la liberté. Ils sont prêts à aller dans tous les endroits du monde lorsque, naturellement, cette liberté est en cause, et surtout en Ukraine, qui, si on ne l'aide pas, risque de tomber, et elle tomberait aux mains d'un dictateur, Vladimir Poutine. Oui, c'est ça. Alors, il y a aussi une chose, Aurélien Duchesne, on le voit, alors c'est formidable, l'Amérique débloque des moyens phénoménaux, comme toujours, mais est-ce qu'il y a quand même aussi une volonté quelque part de viser l'après-conflit aussi, de se positionner? Certes, ce sont les alliés numéro 1 de Kiev, mais derrière, il y a une reconstruction. Alors même si les Européens ont déjà commencé, on sent que l'Amérique aussi est derrière. Oui, il y a déjà une réassurance, à la fois vis-à-vis de Kiev, mais aussi vis-à-vis des partenaires de l'OTAN, parce que le fait d'être... Alors, on parlait parfois de leadership from behind de la part des États-Unis, de moins se mêler des affaires du monde, mais de financer, par exemple, les interventions des autres. On l'avait vu, par exemple, dans l'aide qu'ils avaient apportée aux Français et aux Britanniques en Libye. Là, on était plus dans le leadership from behind, on était dans le plus de leadership du tout. Les Américains ont un besoin de réassurance, et c'est en cela qu'ils préparent en partie l'après-guerre. Ils rappellent, par exemple, à leurs alliés de la région Asie-Pacifique que là, ils vont refinancer Taïwan. Ils rappellent à leurs partenaires au Moyen-Orient qu'ils n'oublient pas non plus Israël et qu'ils sont capables en même temps de s'occuper de l'Ukraine. La préparation de l'après-guerre, c'est aussi ça. C'est que le leadership américain a énormément pâti ces derniers mois des divisions internes. J'ai envie de dire... Tant mieux pour l'agenda d'autonomie stratégique porté par la France pour l'Europe. Ça montre à quel point il faut se préparer à ce que ça puisse recommencer, hélas, dans les prochaines années, même si ce n'est pas Trump qui devait finir à nouveau à la Maison-Blanche. Donc là, les Américains, quand ils préparent l'après-guerre, ils préparent aussi l'après-guerre de demain. Par exemple, s'agissant de Taïwan, là, l'effet dissuasif est de dire que malgré toute leur bisbille interne au Congrès, ils sont capables quand même de retrouver des accords bipartisans pour financer et dissuader la Chine. Alors, on va le voir aussi, une aide vitale pour l'Ukraine. Comment cela a-t-il été perçu sur place? On va écouter tout de suite le témoignage de notre correspondante actuellement à Kharkiv, Marianne Kotenov. Ce qu'attendent les Ukrainiens, c'est que cette aide américaine se traduise concrètement, c'est-à-dire en armement de défense anti-aérienne pour protéger les civils, de façon à ce que des villes comme Kharkiv, par exemple, qui sont très bombardées, puissent être protégées. Le maire de la ville nous disait encore il y a une dizaine de jours qu'en fait, il manquait de ces systèmes anti-aériens pour protéger la ville des bombardements. Et puis sur le front, nous avons rencontré des militaires qui nous disaient qu'ils restaient parfois une semaine entière sans pouvoir tirer d'obus parce qu'ils en manquaient cruellement. Donc tout ça, évidemment, ils espèrent que cette aide américaine va changer cette situation qui est très compliquée sur le front. Volodymyr Zelensky disait hier soir que cette aide va se ressentir à la fois pour les soldats du front et pour les villes et les villages ukrainiens. Et c'est ça qu'attendent les Ukrainiens.
Voilà, on le voit. Oui, Aline Aubin-Crémer, je voyais que vous étiez justement pour ça. C'est véritablement de l'armement lourd, en fait, aujourd'hui qui manque. Oui, c'était le mot-clé dans tous les discours de toute l'Ukraine, c'est-à-dire des autorités à la société civile, en passant par la presse. Enfin, c'est réclamer à corps et à cri de façon désespérée de la défense anti-aérienne pour sauver des vies. Voilà, donc là, il y a un espoir absolu et vraiment... En miroir, toute la société ukrainienne, en tout cas tous les contacts que j'ai eus, massifs depuis hier, dans tous les secteurs de la société, y compris des soldats, c'est quand même... oui, il y a un espoir qui s'ouvre et qui remonte le moral, qui fait que c'est possible, la lumière au bout du tunnel, dont parlait aussi Tetiana tout à l'heure en du place du tunnel, bien sûr. Claude Blanche-Maison, alors il faut le dire, au cœur de cette enveloppe d'aide, il y a bien sûr le secteur militaire, 14 milliards de dollars pour former, équiper, payer l'armée ukrainienne, Kiev donc a un besoin d'armes urgemment. Il y a les missiles Patriot. On attend aussi les F-16. En fait, on voit qu'il y a une liste de courses militaires qui est très très longue encore aujourd'hui. En effet, tout le monde se réjouit aujourd'hui de ce vote à la Chambre des représentants, mais d'abord, effectivement, l'aide strictement militaire, c'est 14 milliards. C'est beaucoup, bien sûr, mais il faut que l'armement arrive rapidement. On vient de voir votre correspondante à Kharkiv. Oui. Or, Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, a avoué hier que Kharkiv était en effet un objectif prioritaire pour la Russie, parce que la Russie voulait consolider côté ukrainien pour protéger les villes russes qui sont côté russe. Voilà, faut le dire, Kharkiv, c'est au nord, en effet, très proche de la frontière. Par exemple, Belgorod, etc. Voilà. Par conséquent, il a dit très calmement que Kharkiv était en effet un objectif de l'armée russe pour les prochaines semaines. Donc il est très urgent que nous défendions Kharkiv avec tous les moyens possibles. Et puis, effectivement, probablement que dans quelques semaines, on fera le bilan du rythme auquel arrive l'aide militaire américaine, auquel arrive aussi l'aide militaire européenne, qui continue d'arriver, les différents États membres. Et puis, on s'apercevra que ceci permet en effet à Kiev et à l'Ukraine de tenir face à la Russie, mais peut-être pas de vaincre. Oui. Et on passera à la phase suivante. Effectivement, encore une fois, aujourd'hui, réjouissons-nous de ce vote d'hier soir, mais plus tard viendra le temps de que faut-il faire pour permettre à l'Ukraine de vaincre. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, dans la décision américaine, il faut que l'Ukraine vainque la Russie et recouvre son intégrité territoriale. Je n'en suis pas sûr. C'est pas encore clair, c'est ça. Les Ukrainiens en sont un peu plus sûrs, mais je voulais dire que dans les urgences aussi absolues de l'Ukraine, il y a la question aussi de l'énergie, des infrastructures énergétiques qui sont une cible des Russes en permanence en ce moment. Et il y a une vraie urgence, et même ces jours-ci, même si ça passe un peu en dessous des radars ici, parce que c'est le printemps, donc on se dit que peut-être les gens ont pas froid, mais en fait si, et ça pose énormément de problèmes de logistique, d'économie, enfin de vie pour aller extrêmement vite. Et ça, il y a un poste très précis de cette aide qui va être dédié à ça. Tout à fait. Alors on va en parler aussi de cet armement avec le général Bernard Norlin. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Vous êtes ancien commandant de la force aérienne de combat. On le voit alors dans ces demandes militaires de la part de l'Ukraine, missiles Patriot, système de défense anti-aérien similaire d'ailleurs, dont l'OTAN a annoncé la livraison prochaine. On attend toujours également ces fameux F-16 qui devraient arriver en juillet. Aujourd'hui, c'est vraiment ça ce dont l'Ukraine a besoin pour essayer de repousser cette invasion russe? Écoutez, deux choses. La première, c'est que on voit bien avec cette affaire des F-16 que la mise en place de matériel, de nouveaux matériels, de nouveaux équipements prend du temps. Je crois que ça, c'est un paramètre dont il faut tenir compte, comme ça a déjà été dit, bien entendu, avec l'aide américaine. Ça prendra du temps. Et en particulier pour ce qui concerne les avions de chasse, ça prend beaucoup de temps. Maintenant, est-ce que le F-16 va être déterminant, va être le moteur principal d'un changement du côté des Ukrainiens? Bon, bien sûr, c'est très important. C'est très important parce que ça permet de combler un problème du côté de la défense aérienne ukrainienne. En effet, on le sait et on l'a vu avec les derniers lancements de drones, de missiles russes sur l'Ukraine. On voit bien que la défense aérienne ukrainienne
est à la peine. Et donc, le fait que les F-16 arrivent va constituer un élément déterminant, notamment pour contrer l'utilisation de plus en plus importante des Russes, des avions de combat russes, pour soutenir d'une part les opérations sur le front et d'autre part pour mener de ce que l'on appelle des opérations d'interdiction dans la profondeur, c'est-à-dire la destruction des ressources énergétiques, etc., des installations énergétiques ukrainiennes, etc. Alors, donc on voit bien que c'est important, mais bien entendu, ça ne sera pas suffisant. Ça ne sera pas suffisant pour que l'Ukraine puisse reprendre l'initiative dans les opérations. C'est un élément. Bernard Norlin, il y a Volodymyr Zelensky à propos d'armes regrette lui qu'un véritable déficit en artillerie. Je vais vous donner un exemple. Kiev actuellement se limite à 2000 tirs quotidiens, quand l'armée ukrainienne en était à 7000 par jour en novembre dernier. Est-ce que ça, c'est possible aussi aujourd'hui d'augmenter la production, d'augmenter l'acheminement véritablement de munitions et d'artillerie ? Oui, oui, bien entendu, et c'est en particulier un des axes principaux de l'effort européen pour aider l'Ukraine. On voit qu'il y a une mise en tension, une montée en puissance de l'industrie européenne, en particulier pour tout ce qui concerne les obus pour l'artillerie, les systèmes d'artillerie plus complets. Donc il y a une mobilisation beaucoup plus importante de l'Europe sur ce sujet, mais comme je l'ai dit, tout ça prend du temps. Il faut du temps pour que les cadences dans l'industrie puissent augmenter. Il faut créer de nouvelles installations, etc., etc. Et donc, mais c'est effectivement un des points faibles, et c'est lié tout à fait avec à la défense, au problème de la défense aérienne en Ukraine. Donc, ce sont deux aspects, à la fois le support, l'industrie de la défense aérienne, et à la fois les problèmes d'artillerie qui sont cruciaux pour l'armée ukrainienne. Alors, Patrick Martin-Genier, vous aviez une question? Oui, général, j'ai une question parce que vous évoquiez le rôle des F-16, très important sans doute, nous en avons nous aussi en Europe, mais le président Zelensky disait récemment, il y a quelques semaines avec son chef des armées, que finalement ce n'était plus les F-16 qui l'intéressaient, mais d'autres avions plus modernes. Qu'en pensez-vous ? Ah ben, bien sûr, bien entendu, c'est une réaction normale du président ukrainien, c'est-à-dire de dire il nous faut. Vous savez, le F-16 c'est un avion qui est très ancien. Alors bien sûr, comme tous les avions de combat modernes, vous savez qu'on a des logiciels différents, on a des stades différents dans la rénovation du matériel, et que par exemple, si je prends le cas du Rafale, le Rafale au standard, ce qu'on appelle le standard F4, ça n'a rien à voir avec le Rafale du standard F1. Donc, on modernise énormément ces avions. C'est la raison pour laquelle le F-16, qui est un avion qui date des années 60, 70 même, est toujours en activité. Voilà. Donc, le président Zelensky, évidemment, il souhaite des avions de combat qui puissent effectuer des missions polyvalentes, c'est-à-dire que ce soit des avions polyvalents, que ce soit à la fois des avions qui soient capables de mener des missions, ce que l'on appelle des missions RR, c'est-à-dire contre l'aviation, par exemple, contre l'aviation russe, et des missions, ce que l'on appelle air-sol, c'est-à-dire des missions qui soient capables de soutenir les forces au sol. Et ça, ce sont par nature des missions très différentes, et que maintenant, tous les avions modernes de la génération de la 4e et de la 5e génération mènent simultanément avec la même plateforme le même avion. C'est-à-dire qu'un avion polyvalent, ce qu'on appelle multirôle, c'est un avion qui est capable de faire des missions de toute nature, RR et air-sol, comme je viens de le dire. Voilà, donc évidemment, avec en plus des missions de protection électromagnétique et d'observation extrêmement évoluées. Donc évidemment, le président Zelensky voudrait avoir des F-35, il voudrait avoir des Rafales, voilà, parce que ce sont des avions qui permettent Général Bernard Norlin, merci beaucoup en tout cas pour votre intervention. Alors on l'a bien compris quand même, Aurélien Duchesne, il y a beaucoup de choses qui devraient arriver en Ukraine, mais récemment on a pu lire à droite à gauche en disant certains hauts dignitaires ukrainiens qui disaient oui mais c'est un an trop tard.
C'était le cas, par exemple, pour la contre-offensive de juin, c'est-à-dire qu'on a, pour paraphraser Albert Einstein, jugé de la capacité d'un poisson à grimper à un arbre. C'est-à-dire qu'en janvier, les Ukrainiens martèlent, écoutez, si vous voulez qu'on fasse une application des doctrines de l'OTAN, pourrait-elle vous nous former ? Pourrait-elle vous nous envoyer, par exemple, des chars d'assaut de fabrication occidentale ? Donnez-nous des avions, parce que tout ce que vous nous dites, il nous faut un appui aérien, il nous faut faire du combat combiné, du combat multimilieu. Les Occidentaux disent oui, vous aurez peut-être les F-16, deuxième semestre 2023, on les entend encore. Il s'est passé... Ce serait juillet, normalement, on sait ce qu'on dit. Voilà. Ça serait. Il s'est passé exactement ce que les Ukrainiens ont dit qu'il adviendrait, c'est-à-dire que c'était un carnage à certains endroits, la contre-offensive. Elle a échoué, notamment du fait qu'il n'y ait pas eu les F-16. Là, maintenant, les Ukrainiens ont raison de dire que non seulement c'est trop tard au regard, par exemple, du matériel qui leur fait défaut, mais c'est aussi trop tard en partie du fait des fortifications russes qui ont été faites. Il y avait déjà eu ce problème au premier semestre 2023 où les Ukrainiens disaient plus les Russes se renforcent, plus cette contre-offensive sera compliquée. Alors quand je dis c'est trop tard, évidemment, ça ne veut pas dire que tout est perdu. C'est-à-dire que la marche sera d'autant plus difficile à franchir avec un coût humain d'autant plus élevé. Et Claude Blanche-Messon, c'est vrai sur ce temps, aujourd'hui on a vu, c'est vrai que cette guerre, les guerres sont toujours des histoires de temps, puisqu'on ne pensait pas que ça serait... 2 ans plus tard, on en parlerait encore, peut-être que ça serait aussi long. Et on le voit là aujourd'hui sur ce temps peut-être perdu, non, sur l'acheminement, sur une discussion politique en-tiraillement. Oui, sans doute, mais je crois qu'il faut. Nous sommes dans l'action, donc il faut voir l'avenir plutôt que se désoler sur ce qu'on n'a pas fait bien sûr. Dans l'année précédente. Et malheureusement, l'avenir, je crois que tous les spécialistes le disent, c'est que cette guerre va durer. Qu'elle va durer, qu'aujourd'hui on est à un certain stade, que la décision prise par la Chambre des représentants, qui sera confirmée après-demain par le Sénat, eh bien, c'était un élément tout à fait nécessaire, mais on dira après que c'était un élément pas suffisant. C'est ça, il faut en effet ensuite que les autres étapes soient franchies par les États-Unis, par l'Europe, par les alliés, et probablement, malheureusement, cette guerre va durer longtemps parce que les Russes ont décidé de poursuivre cette guerre, de poursuivre cette offensive, et que Poutine a bien clairement défini comme premier objectif d'annihiler l'identité ukrainienne. Et annihiler l'identité ukrainienne, ça veut dire supprimer l'État ukrainien ou le réduire à l'État biélorusse, d'un satellite pur et simple, ou au pire, s'il était obligé, si le sort des armes lui était contraire, d'accepter une partition de l'Ukraine avec la partie d'Ukraine résiduelle qui serait totalement neutralisée. Et ça, c'est inacceptable, évidemment, en tout état de cause, bien sûr par les Ukrainiens, mais aussi par ses alliés.